Chers internautes, bonjour, bonsoir plutôt, très heureux de vous retrouver sur cet outil qui est Internet et que j'ai employé récemment ces derniers mois. C'est la première d'un grand rendez-vous et à cette occasion nous nous retrouverons tous les mois. Et donc d'ores et déjà, je vous donne déjà rendez-vous le 9 juillet à 19 h pour une autre séance de chat. Maintenant, la parole est à vous. Posez-moi la première question et je vous y répondrai. Première question de Camille. Bonjour Monsieur le maire, comment se passent les premières semaines de mandat? Bonsoir Camille, écoutez, merci, plutôt bien. J'ai tendance à dire que le temps passe très vite. Il a fallu rapidement prendre ses marques dans les deux fonctions, les fonctions de maire et de président de l'agglo. Au niveau de la mairie, j'aurais tendance à dire j'étais plutôt dans un élément que je connaissais, les services ont fonctionné comme ils fonctionnaient avant. C'est vrai que les premières mesures sont plus liées à l'organisation et à la préparation des choix budgétaires déjà pour les années à venir. Voilà, côté agglomération, il y a des choses un peu plus compliquées, parce que comme vous le savez, j'étais pas dans ma tête tout au long de la campagne prêt à candidater pour la présidence de l'agglo. Ceci est fait. Maintenant, c'est une question d'organisation, d'emploi du temps, de proximité avec les agents, autant de la ville que de l'agglomération, avec l'objectif que l'ensemble des agents se sentent bien dans leur travail, et puis surtout que nous ayons devant nous, avec mon équipe, un projet structuré que nous allons mener à bien, que moi je l'espère, et nous mettrons tout en œuvre pour déployer justement les actions que nous avions proposées pendant la dernière campagne municipale. Une autre question, pourquoi avez-vous choisi d'utiliser le chat vidéo pour communiquer avec l'ensemble des berruyers? Question. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, cet outil est très performant et puis qu'il faut savoir utiliser des outils qui ont évolué avec la société. C'est un moyen, je dirais, pratique. La mise en place, techniquement, est relativement facile, tel que vous me voyez, je suis dans mon bureau. Et puis, tout un chacun se trouve chez lui ou dans son bureau. Et voilà, c'est la mise en œuvre qui est importante, je le redis, relativement facile. Et puis, ça permet d'avoir des contacts comme aujourd'hui, de plus en plus de gens ont à travers le monde entier, à travers certains outils qui leur permettent de communiquer avec leurs amis, avec leur famille. Une nouvelle question de Franck Mussio. Pensez-vous toujours que les zones commerciales périphériques sont complémentaires des commerces du centre-ville et des commerces de proximité? Bonjour Monsieur Mussio, merci pour votre question. Bien évidemment, je n'ai pas changé d'avis. Comme je l'ai souvent expliqué, je vous le redire ici, nous avons la chance à Bourges et dans notre agglomération que notre périmètre n'est déjà pas étendu. C'est une force et il faut savoir s'en servir. Ça signifie quoi? C'est qu'on peut à la fois développer notre commerce au sein de notre ville, c'est ce qui a été fait depuis des années et ce que se poursuit avec le centre Adaricom qui, je le rappelle, ouvrira donc le premier trimestre 2015. Mais c'est aussi ne pas affronter les commerces du centre-ville avec ceux de périphérie qui sont finalement quelque part d'une proche périphérie. Et puis, bien évidemment, je vais prendre cet exemple qui est peut-être caricatural, mais pour bien faire comprendre à l'ensemble de nos internautes ce dont il est question, il y a des commerces qui, inéluctablement, ne pourront être trouvés qu'en périphérie. Imaginons-nous peut-être un instant avoir un marchand de matériaux de construction en plein centre-ville, c'est juste pas possible. Ça signifie que ce type de commerce doit aussi se trouver en périphérie. Ce qui est important à dire, et ça je l'ai noté notamment au cours d'une récente réunion à la Chambre de commerce et d'industrie, où l'ensemble des commerçants, à la fois de centre-ville et de périphérie, étaient présents, c'est qu'ils l'ont dit aussi, c'était une vraie nécessité d'avoir ce complément de commerce. Il n'y a absolument pas de concurrence. Ceux, effectivement, des berruyers qui habitent en centre-ville auront tendance, pour certains achats, à rester sur le centre-ville, et ce qui est plutôt bien, c'est de la proximité, ça leur permet de se déplacer à pied et à vélo, donc c'est quelque chose d'assez confortable. Et puis, pour ceux qui sont dans l'agglomération, qui auront aussi besoin de faire des achats, soit, effectivement, ils trouveront, j'aurais tendance à dire, chaussures à leurs pieds,
en centre-ville et à ce moment ils font la démarche, soit ils trouveront, je dirais, l'achat dont ils recherchent en périphérie. Donc tout ça montre bien qu'il ne faut pas opposer les commerces de périphérie et les commerces de centre-ville, ils sont complémentaires. Donc je confirme les propos que j'ai eu récemment. Une nouvelle question d'Élodie. Quelle est votre priorité pour la ville de Bourges ? Bonsoir Élodie, merci pour votre question. La priorité du moment, c'est de... J'aurais tendance à dire qu'il y en a deux l'une contribuant à l'autre. La priorité du moment, c'est de voir comment, budgétairement, nous allons être capables de poursuivre les projets qui ont été initiés au cours des mandats précédents. Alors, j'entends le plan de renouvellement urbain, j'entends le palais des sports et le prochain projet qui va démarrer avec la maison de la culture. Sur les investissements lourds, vous savez, donc l'ensemble voisine, je dirais, sur les années à venir, une cinquantaine de millions d'euros. Donc il faut les assumer. Et à côté de ça, il ne faut pas rester bloqué. C'est-à-dire que la ville doit continuer à vivre, on doit poursuivre des projets, alors sans doute pas des grands projets tels que ceux que je viens d'énumérer, mais il faut continuer à faire des projets dans les quartiers, des projets à taille humaine, à proximité, des projets en fait qui améliorent la vie des verrouillés dans leur quartier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la préoccupation c'est comment structurer nos budgets, autant en fonctionnement qu'en investissement, de manière à pouvoir développer notre programme de campagne tout en continuant les projets que nous avons initiés préalablement. Et puis deuxième sujet qui est plus de l'ordre organisationnel et on va dire que ça touchera peut-être plutôt Bourges Plus, notre agglomération de communes, c'est de lancer un grand chantier sur la mutualisation des services autant de l'agglomération que des communes qui la constituent. Alors évidemment, Bourges fait partie de ces communes-là, et donc nous avons déjà engagé des réflexions dans ce domaine-là. J'ai mis en place un comité de pilotage, on va dire, une réunion de travail pilotée par un des vice-présidents de l'agglomération, donc le maire d'une des communes de l'agglo, pour réfléchir comment aller vers cette mutualisation. C'est une obligation, puisque en tant que président de l'agglo, j'ai une obligation de présenter un plan d'ici le 16 avril l'année prochaine, entre autres sur ce sujet de mutualisation. Et donc c'est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui on a tendance à dire on va mutualiser, c'est un risque, parce que les agents de part et d'autre se posent des questions en disant c'est que mon poste va disparaître. Non, pas du tout. Le vrai sujet c'est d'avoir des services qui soient efficaces, opérationnels et qui se projettent à moyen et long terme. Pourquoi ? Parce que l'agglomération, on le sait, son périmètre va s'agrandir. Aujourd'hui, 16 communes à Bourges Plus, demain ce sera peut-être 18, 20, 25, 30. Et il faut anticiper toutes les organisations et toutes les directions de manière à être capable demain d'accueillir d'autres communes. Et donc ce chantier de mutualisation doit se faire sur les choses immédiatement, on va dire, les plus évidentes. C'est pareil, par exemple, on peut le comprendre, avoir une direction d'informatique commune à l'ensemble des communes que constitue l'agglo. C'est avoir peut-être un service de gestion de paie qui soit commune aussi à l'ensemble des communes de l'agglomération, avoir des logiciels informatiques qui soient les mêmes de part et d'autre, dans un souci d'être plus efficace. Donc voilà, ce sont des vrais sujets que nous menons à la fois au sein de l'agglomération, mais à la fois au sein de la ville de Bourges que je dirige. Question de Nicolas. Dans le domaine de l'emploi, quels sont vos objectifs en tant que président de l'agglomération ? Alors, bonsoir Nicolas, vous avez raison, l'emploi c'est le sujet, j'aurais tendance à dire, le plus important aujourd'hui qui préoccupe les verrouillères, les verrouillés, puis l'ensemble des habitants des autres communes de l'agglomération. Ça préoccupe d'ailleurs les Français, tout simplement. Alors, comment s'attaquer à l'emploi ? Comme j'ai souvent dit et je le répète, n'attendons pas tout du gouvernement qui est en place et même le précédent et même des suivants. Je pense que chacun a son rôle à jouer et je reste convaincu que les collectivités, quelle que soit leur taille, ont leur rôle à jouer dans la construction, je dirais, de cet édifice qui doit combattre le manque d'emploi. Alors une fois qu'on a dit ça, comment on fait ? Plusieurs sujets. D'abord,
on va prendre l'ensemble des activités économiques de l'agglomération. Je tiens quand même à signaler que des choses déjà ont été faites, qui sont déjà assez performantes. En particulier, ce que je veux rappeler, c'est qu'entre 2002 et 2012, c'est un solde positif de 3000 emplois qui a été créé sur l'agglomération, malgré les diminutions d'effectifs, notamment au niveau de l'industrie de l'armement. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été faites. On a su arrêter l'hémorragie. Deuxième chose, si on prend très concrètement aujourd'hui, vous regardez sur la sortie d'autoroute, que ce soit sur la zone d'activité de la voie roumaine ou la zone du Moutet, il y a des choses qui se créent, qui se développent tous les jours. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Nous allons avoir très prochainement, donc sur la voie romaine, une logistique d'Intermarché, celle qui se trouvait à Levée, qui est déplacée sur notre agglomération et qui va générer, en plus du déplacement des personnels qui travaillent aujourd'hui, plus de 100 emplois. De l'autre côté, du côté de la zone d'activité du Moutet, derrière les hôtels qui se trouvent à la sortie de l'autoroute, nous allons démarrer l'aménagement de cette zone très prochainement, les semaines qui viennent, puisque le plateau logistique de Carrefour, Logidis en l'occurrence, va s'implanter aussi dans ce secteur. C'est aussi 200 emplois supplémentaires. À Varicom, que j'évoquais tout à l'heure, c'est plus 100 emplois sur le site même de la ZAC, et puis 100 emplois supplémentaires, je dirais, autour d'Avaricom. Donc vous voyez, des choses sont faites très concrètement, et si on cumule tous ces emplois supplémentaires, on finit par faire des choses conséquentes. Mais ça ne suffit pas, je dirais, il faut continuer, il faut progresser. Améliorer l'attractivité de Bourges sur l'agglomération en facilitant la venue d'autres entreprises, telles que ça a été fait jusqu'à présent, en aménageant des zones d'activité en avance de phase, de manière à ce que les terrains soient viabilisés, en vendant aussi notre agglomération, puisque nous avons des atouts. Nous sommes au centre de la France, au centre de l'Europe. Ça, c'est très important. Nous avons un réseau ferré qui existe, certes, je vous l'accorde, qui va s'améliorer, mais aussi un réseau routier et autoroutier qui est quand même aujourd'hui performant. Nous avons un pôle universitaire qui est en train de se développer. Nous avons près de 5000 étudiants aujourd'hui sur Bourges, et nous en aurons encore prochainement davantage, puisque je vous rappelle que l'École nationale d'ingénieurs de Bourges est devenue ça depuis le 1er janvier, en conséquence de quoi les effectifs vont grandir. Pourquoi le pôle universitaire? Parce que derrière, ce sont des étudiants, ce sont des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui peuvent contribuer au développement de nouveaux produits sur les entreprises qui viendraient s'installer à Bourges. C'est promouvoir aussi notre ville et notre agglomération à travers les chefs d'entreprise qui existent aujourd'hui. Nous avons des chefs d'entreprise fabuleux dans des domaines complètement différents. Si vous prenez les sirops Mona, qui sont mondialement connus, si vous prenez Signature avec Philippe Sinault, si vous prenez Dactyle Bureau avec Michel Tatin, et j'en oublie. Donc on a des entreprises performantes, et ces chefs d'entreprise doivent être à la fois des tuteurs pour de nouveaux chefs d'entreprise qui souhaiteraient s'implanter, ou des chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui à Bourges ou dans notre agglomération qui voudraient travailler à Bourges et créer des emplois à Bourges, mais aussi pour démontrer que à Bourges on y est bien, puis que l'activité économique est possible, la preuve si on fait référence à ces noms. Donc voilà, j'ai très prochainement organisé un petit déjeuner avec un certain nombre de chefs d'entreprise au sein de l'agglomération, justement pour voir avec eux, et vraiment en collaboration, comment apporter une accélération de manière à ce que l'activité économique soit intense à Bourges, et puis créer des emplois pour nos jeunes en particulier qui restent à Bourges. Et puis bien sûr, il y a aussi le volet touristique qu'il faut absolument qu'on développe, avec un objectif de doubler le nombre de touristes à Bourges d'ici la fin du mandat. Ça, on a des idées, des projets, il faut qu'on voit avec des investisseurs comment on peut les développer, puisque je reste persuadé que le tourisme à Bourges est encore malheureusement, le tourisme est malheureusement sous-utilisé. Question de Franck Mussiot. Pourquoi, malgré l'inefficacité et la dangerosité des barrières sur la rocade verte, celles-ci sont toujours présentes? Vous remercions pour ce chat. Alors c'est un sujet que nous avons évoqué fréquemment, sujet pour lequel je vous ai apporté déjà des réponses, mais je vois que j'ai sans doute pas été suffisamment précis, donc je vais reprendre des explications. La problématique
de la rocade, ou le risque de cette rocade, c'est qu'on puisse avoir effectivement des engins motorisés qui l'utilisent. Ça, on peut bien comprendre de cette incompatibilité d'une rocade qui sert essentiellement, et surtout une promenade piéton, on va dire, et puis vélo. Voilà. Et puis, force est de constater que depuis que notre rocade se développe, elle est de plus en plus utilisée. J'étais encore récemment, dimanche dernier, dans la Trouée Verte, et c'était un vrai bonheur de voir toutes ces familles utiliser ces aménagements, des mamans avec des poussettes, des papas avec des enfants avec des vélos. Enfin, tout ceci est fort sympathique. Comment faire en sorte qu'effectivement, qu'il n'y ait pas d'engin moteur qui utilise cette rocade? Tout simplement, c'est en mettant des obstacles. Comme on ne peut pas imaginer de mobiliser des agents de police municipale en permanence sur les 30 km que font la rocade verte, pour des questions évidentes, je dirais, financières, c'est le parti pris que nous avons pris, enfin que nous avons retenu depuis des années. Et puis on n'a rien inventé sur le sujet, puisque nous faisons partie de l'association des villes cyclables depuis 2008, et nous avons repris en échange avec des retours d'expérience d'autres mairies, d'autres communes, ce qui existe et qui fonctionne bien ailleurs. Donc on ne réinvente pas l'eau chaude, on met en place ce qui existe aussi ailleurs et qui fonctionne. Une question de Romain. Que pensez-vous mettre en place pour conserver les jeunes sur l'agglomération? Une salle de spectacle? Alors, merci Romain pour votre question. La première partie de question, je pensais que c'était lié directement à l'emploi. Donc c'est pas vraiment le sujet. Je pense que vous êtes plus sur la question du loisir. Et en particulier, je crois que vous dans votre site, dans votre question, vous parlez des étudiants. Comment faire en sorte que les étudiants qui ne sont pas verrouillés, a priori, qui viennent faire leurs études à Bourges, puissent rester, je dirais, le week-end quand il y a moins de cours. Donc d'abord, je vois deux choses qu'on avait déjà développées pendant la campagne municipale. La première, c'est de démontrer, mais pas démontrer pour le principe, qu'il y a des animations à Bourges. Parce qu'il y a des animations à Bourges, il y a beaucoup d'animations à Bourges. Malheureusement, elles ne sont pas suffisamment médiatisées. Malheureusement, elles sont pas suffisamment. On ne communique pas suffisamment dessus. Pour ce qui est des organisations où la ville de Bourges est pilote ou copartenaire, il n'y a pas de souci. On va prendre l'exemple d'Annette à Bourges, on va prendre l'exemple du Printemps de Bourges. Ces choses-là, il n'y a aucun problème, puisque vous avez le site internet qui est présent, vous avez de l'affichage en ville, vous avez des informations qui circulent sur les médias. Donc de ce côté-là, je pense que tout le monde est bien au courant. Par contre, ce qui manque aujourd'hui, c'est de capitaliser toutes les autres organisations d'ordre, je veux dire, privé ou associative, qui ne sont pas, où la ville n'est pas réellement partenaire. Alors il y a plein d'orchestres qui jouent dans les bars, il y a plein de choses, de pièces de théâtre amateurs qui ont lieu, mais c'est de capitaliser au sein de la ville de Bourges et de l'agglomération, et puis après les restituer. Alors restituer sur deux formes. La première forme qui pourrait être, et on travaille dessus, les services de la ville m'ont fait un point il y a 2 jours sur le sujet, de créer une newsletter où d'aucuns pourraient donc s'abonner, et puis en temps réel d'avoir toutes les animations qui ont lieu dans notre ville ou l'agglomération, alors que ce soit des animations sportives, culturelles, de tout type en fait. Premier point. Puis deuxième point, c'est de mettre en place des grands panneaux d'information dans notre ville en particulier. Alors on va commencer par vous savez, des grands panneaux de 3 mètres par 4, sur lesquels on aurait en continu, sur la moitié du panneau, ce qui se passe en ville. Là, il est actuellement 19h21, je vais finir mon chat maintenant dans 3 quarts d'heure, dans une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et bien, je veux sortir à Bourges, qu'est-ce que j'ai à faire? Et là, je verrai, tiens, à 20h j'ai quelque chose, à 20h15 j'ai autre chose, à 22h j'ai encore autre chose. Donc ça, c'est important, et de mettre en plus ce panneau en place en centre-ville. Alors, vous avez imaginé la place Sérocourt, ça peut être la place Cujas, enfin peu importe, là, c'est un lieu à définir. Et puis l'autre partie du tableau, c'est d'avoir un peu une vision à 1 semaine ou 15 jours, de manière à ce qu'on puisse s'organiser entre amis, avec la famille, en visualisant que, le jeudi prochain, il y a tel artiste qui va s'exprimer, je sais pas, au Théâtre Saint-Bonnet par exemple. Donc voilà, donc c'est apporter aussi donc aux jeunes les moyens d'avoir l'information de tout ce qui se passe à Bourges aujourd'hui, et il se passe, j'insiste, beaucoup de choses.
Ensuite, effectivement, j'avais évoqué, on est en train de regarder ce sujet-là, c'est de mettre à disposition donc des jeunes en particulier d'une salle qui, on va appeler salle d'expression, dans laquelle ils pourront s'exprimer, faire des expositions de peinture, créer, faire des soirées, enfin on peut tout imaginer. Et cette salle en particulier, je pense que vous la connaissez, c'est une salle qui se trouve au Prado, où il y avait avant le bowling. Donc on est en train de regarder ça, on viendra vers vous les jeunes, pour voir sous quelle forme on pourrait aménager cette salle pour qu'elle réponde à vos attentes. Voilà rapidement ce que j'imagine faire pour les jeunes. Il est important que nos jeunes restent à Bourges. Une question de Sylvain Perdon. Bonjour Monsieur le maire, je suis propriétaire au lotissement des Jardins du Val-d'Oron, dans la tranche 1. Pouvez-vous nous donner des informations concernant la rétrocession de ce lotissement ? Bonjour Sylvain. C'est les coïncidences, parce que c'est un sujet qu'on a évoqué dans l'après-midi. Je sais qu'on vous a demandé d'être patient, très patient, et vous l'avez été. Ce lotissement, je pense que tout le monde le connaît, c'est le lotissement qui est avenue de Saint-Amand, qui est route de Saint-Amand, et qui donne sur le plan d'eau. C'est un lotissement très important, très étendu, avec des constructions assez intéressantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la rétrocession à la ville de Bourges n'a pas été faite, pour une raison assez simple, mais qui m'a l'air d'être un peu compliquée à résoudre. C'est un problème de conformité des réseaux d'assainissement par rapport à ce qu'ils doivent être, par rapport aux exigences de l'agglomération. Donc j'ai noté justement cet après-midi pour que j'en parle à mes directeurs de l'agglomération de demain, pour qu'on sorte un peu de cette situation qui dure depuis trop longtemps, puisque évidemment, fort de ça, ça pose de problèmes de fonctionnement, je crois que vous le connaissez, et en particulier quand aujourd'hui vous avez un éclairage donc, qui n'est pas public, qui se trouve dans le lotissement, qui est coupé à 23 heures pour des questions d'économie, et bien quand vous avez, et ça j'ai eu le cas puisque maman m'en avait parlé il y a quelques temps, qu'il y a une jeune adolescente qui va au cinéma le soir pas trop tard, quand elle rentre, il faut qu'elle traverse le lotissement complètement dans le noir. Donc c'est quelque chose qui est parfaitement inacceptable, et je prends l'action pour qu'on trouve une solution très très rapidement. Une question d'Isabelle. Monsieur le maire, bonjour. Que comptez-vous faire pour l'insécurité dans les quartiers nord, surtout concernant les feux de poubelle tous les week-ends ? Alors, on ne va pas supprimer les poubelles. Ça pourrait être une solution, mais on ne va pas supprimer les poubelles. Je plaisante. Vous savez, la sécurité, on parle des quartiers nord. Moi, j'aime pas trop qu'on cible les quartiers. En fait, il y a eu des événements très regrettables ces dernières nuits. Vous savez, c'est presque un phénomène de mode. On ne parle plus du Val-d'Oron parce que là, il s'est passé des incendies malheureux, je dis, dans un quartier nord. Et puis peut-être que dans 15 jours, en 3 semaines, et j'espère que non, mais ça sera l'inverse. Donc il ne faut pas traiter, je ne veux pas sectoriser justement les quartiers en disant, voilà, dans tel secteur, c'est plus compliqué que d'autres. Et puis, vous savez, ces phénomènes-là, on a de la chance, mais c'est aussi un inconvénient, c'est qu'il fait très beau. C'est-à-dire, les gens sont dehors, et puis il y a parfois des gens qui sont désœuvrés, jeunes ou pas jeunes en l'occurrence, et puis on est en dehors, il fait bon, puis on fait une bêtise, on est 2-3 copains, et puis après on en parle dans la presse, et c'est normal que la presse relate ses effets, mais à force d'en parler, ça peut donner des idées, puis voilà, c'est un cercle sans fin, je dirais, quelque part. Pour moi, la sécurité, il y a 2 actions à mener. D'abord, ou 3 actions. Continuer à travailler, que nos polices municipales et polices nationales travaillent ensemble, tel que c'est le cas depuis des années, et que ça se passe vraiment très bien en bonne collaboration. Deuxième chose, c'est qu'on augmente à la fois les plages horaires d'intervention de la police municipale, qui aujourd'hui, je le rappelle, est de 9h à 21h, donc augmenter les plages horaires jusqu'à minuit au moins. Ça veut dire aussi augmenter les effectifs de la police municipale. Aujourd'hui, nous avons 25 agents de la police municipale opérationnels. C'est de passer à 35 d'ici la fin du mandat. Et puis, en fait, dernière action, c'est déployer notre système de caméras de vidéoprotection. Nous avons aujourd'hui 47 caméras qui sont opérationnelles sur la ville de Bourges. Je ne compte pas celles qui se trouvent sur les zones d'activité propres à l'agglomération. C'est de passer à 100 à la fin du mandat.
Ce sont des outils très efficaces, hein, donc moi j'invente rien, je fais que répéter ce que me disent les polices, hein, c'est leur métier, et donc voilà comment on va arriver à cerner effectivement ce type de désagrément. Mais ne focalisons pas, c'est très désagréable, hein, ça je le conçois. Bon, on n'est pas non plus une ville très délinquante, et je ne souhaite pas que nos villes le deviennent. Il y a un vrai ressenti de la population, hein, c'est ce que vous ne faites pas, Isabelle. Il faut prendre en compte ces problématiques, et puis il faut qu'on les traite, mais d'une façon très opérationnelle. Ce n'est pas à travers de grands discours, mais c'est à travers des actes qu'on arrive à combattre cette situation. Une question de Moreux. Bonsoir, qu'avez-vous prévu pour l'amélioration de l'avenue de Saint-Amand, chaussée et trottoir? Bonsoir Monsieur Moreux, on se connaît Monsieur Moreux, et je sais que l'avenue Saint-Amand est un vrai sujet qui revient régulièrement au cours de nos rencontres pour Bourges en particulier. Alors bon, il y a une force dans le fait d'être à la fois maire de cette ville et président de l'agglomération, c'est que c'est un sujet qui a pas trop avancé depuis quelques temps. Je sais que l'avenue de Saint-Amand est en très mauvais état, en très mauvais état, excusez-moi. Pratiquant la moto de temps en temps, on s'en rend encore davantage compte. Et effectivement, il y a 3-4 ans, il y a eu des travaux sur le réseau d'eau potable, des raccordements qui ont eu lieu et qui ont amené effectivement à cette situation-là. Donc ce que nous allons faire prochainement, et là nous l'avons inscrit dans le projet de budget à la fois de l'agglo et de la ville de Bourges, c'est de refaire complètement l'enrobé de la voirie. Déjà dans un premier temps, puisqu'on n'aura pas la capacité financière très clairement de refaire et de requalifier complètement cette avenue, même s'il faut le faire, hein, comme d'autres entrées de ville de la ville, mais je pense que la situation n'a que trop duré et que nous devons au moins rapidement rendre une chaussée praticable bien sûr pour les deux roues et aussi pour les autres véhicules. Donc ça c'est quelque chose qui aura lieu dès l'année prochaine. Une question de Paulette. Maintiendrez-vous les samedis piétons? Bonsoir Paulette. Écoutez, là c'est une question qui est en cours de traitement avec les commerçants. Mon maire adjoint Philippe Mercier est en pleine négociation avec les commerçants. C'est un sujet, vous savez, je ne veux pas dire qu'il est polémique, mais sur lequel même les commerçants ont un peu de mal à se positionner. Une chose est sûre, nous avons pris la décision de ne pas rendre piétonne la rue d'Oron le 21 juin. Donc c'est à la fois le jour de la fête de la musique, mais c'est aussi ça coïncide avec le deuxième samedi piéton de l'année. Nous ne la rendrons pas piétonne parce que en collaboration et en échange, en concertation avec les commerçants, il était décidé de ne pas la rendre piétonne parce que ça posait quand même des vrais problèmes au niveau des chiffres d'affaires. Pour le restant de la ville, donc nous allons poursuivre cette opération le 21 juin, parce que, comme je vous le disais à l'instant, c'est la fête de la musique. Donc, en fait, de toute manière, les rues sont barrées. Donc, le 21 juin, samedi piéton, c'est un peu un coup pour rien, hein, c'est un coup particulier. Mais nous allons finaliser donc, les discussions donc, avec les commerçants, de manière à prendre clairement position avant l'été, on va dire, ou tout au moins pendant l'été, de manière à savoir ce que l'on fait le 21 septembre et puis le 21 décembre. C'est un sujet d'actualité. Bon, après, il faut qu'on voit aussi si on maintenait les samedis piétons, est-ce qu'il ne faut pas qu'on aménage aussi la tarification des parkings? Ça signifie qu'il faudrait peut-être que les parkings soient gratuits à ce moment-là. Vous voyez, ça engendre un certain nombre de sujets différents. Mais en tout cas, sur le court terme, nous maintenons le 21 juin, pour les raisons que je vous ai expliquées. Très prochainement, nous prendrons la décision pour les autres samedis, et une fois encore, en concertation avec l'ensemble des commerçants. Une question de monsieur ou madame Le Breton. Monsieur Blanc, vous venez de parler d'orchestre dans les bars. Je réagis car je suis dérangé régulièrement par un bar qui se permet de diffuser une musique tonitruante, parfois jusqu'à 3h du matin. Monsieur Le Breton, bonjour, merci pour votre question. Alors, j'ai pas eu vent, on va dire, de ces difficultés, enfin ce que je peux comprendre, hein, habiter à proximité
d'un bar qui reçoit un orchestre jusqu'à 3h du matin, ça peut être très gênant, c'est moins qu'on puisse dire, d'autant plus si c'est récurrent. En tout cas, la réglementation ne le tolère pas, bon, sauf cas particuliers, la fête de la musique ou Printemps de Bourges, on reste sur des cas particuliers, mais ce n'est pas le cas. Donc il peut y avoir une dérogation, exceptionnellement, pour une organisation particulière, mais si effectivement cette gêne, ce que je comprends, est récurrente, n'hésitez pas à contacter nos services de manière à ce qu'on fasse respecter la réglementation, parce qu'à la fois il faut que notre ville bouge, on ne peut pas lui réclamer d'un côté des animations et puis d'un autre côté nous demander aussi qu'il n'y en ait pas, mais par contre d'un autre côté il faut savoir respecter la vie des verrouillères et des verrouillés, donc il y a forcément un compromis dans tout ça. Une question d'Hélène. Bonsoir Monsieur le maire, pourra-t-on un jour se baigner dans le lac? Merci. Aujourd'hui vous pouvez, moi j'ai vu des rameurs au cours du championnat de France qui a lieu à Bourges ce week-end qui étaient dans l'eau. Plus sérieusement, oui, donc vous savez qu'on a un projet qui n'est pas forcément un projet très onéreux en termes d'investissement, qui tournerait à peu près autour de 2 millions d'euros, qui permettrait effectivement de pouvoir se baigner. Donc on ne peut pas se baigner aujourd'hui, très clairement. Ce n'est pas une question on va dire d'impureté de l'eau, puisque à un moment donné, c'est vrai qu'on avait un taux de nitrate qui était trop important et qui ne tolérait pas effectivement la baignade. Bon. Non, c'est un problème de turbidité, c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire notre plan d'eau contient des algues, des toutes petites algues qui font simplement que l'eau n'est pas transparente. Donc ça signifie quoi? Il y a plusieurs solutions pour pouvoir traiter ce problème, c'est-à-dire d'abord faire, on va imaginer une grande piscine qui est, j'imagine, du côté de la plage qui se trouve du côté de Plain-Pied. On pourrait limiter le volume d'eau et puis traiter ce volume d'eau, alors soit par des filtres traditionnels avec des pompes, un peu comme un filtre de piscine, de manière à rendre l'eau propre et la réinjecter dans ce volume-là, ou alors une autre formule qui est, on va dire, un peu tendance aujourd'hui, et vous connaissez peut-être, c'est le traitement des eaux avec des plantes, en fait, il y a quelques piscines qui se font aujourd'hui, qui permettent de capter, parce que certaines plantes viennent s'alimenter justement avec ce type d'algues. Donc ça serait à la fois un peu plus écologique et puis plus économique, parce qu'on peut bien imaginer qu'une pompe qui tourne en permanence avec des filtres, c'est un coût de fonctionnement. Après, l'autre difficulté, c'est de dire si on peut se baigner dans le plan d'eau, il faut surveiller la baignade. Donc il faut que tout ça se fasse en sécurité. Donc la traduction de ça, c'est des surveillants de baignade. Donc tout ça, c'est un coût de fonctionnement. Mais en tout cas, ça fait partie d'un des projets que nous allons développer au cours de ce mandat. Je crois que ça correspond à un besoin, un vrai besoin. Enfin, on peut imaginer, vous voyez la température qu'il fait dehors aujourd'hui, ça devrait être assez sympathique de se trouver du côté de la plage faire un petit barbecue avec les enfants, jouer aux boules et puis après faire un petit plongeon dans le plan d'eau. Il faut bien aussi s'enlever l'idée que tous les verrouillés pendant l'été partent en vacances. C'est pas le cas malheureusement. Et donc il faut leur apporter de quoi passer des bons moments pendant l'été et que toutes les familles puissent bénéficier d'installations sympathiques pour elles, pour leurs amis, pour leurs enfants. Une question d'Alex. Quels équipements pourraient être mutualisés à l'échelle de l'agglomération? Merci Alex. Totalement, je vous dirai tous. Mais il y a des choses qui paraissent plus évidentes que d'autres. Vous savez, on a eu cette discussion au bureau communautaire, donc avec l'ensemble des maires des communes il y a 15 jours ou 3 semaines. Et en particulier, ce qui paraît évident aujourd'hui, par exemple, ce sont les piscines. Les piscines représentent un vrai gouffre financier, c'est-à-dire qu'on est en déficit permanent, quelles que soient les communes. C'est vrai partout en France, c'est pas propre à notre agglomération. En plus, ces piscines
je vois un peu comment ça se passe. Il y a des verrouillés qui de temps en temps vont à la piscine à Saint-Germain-du-Puy parce que les horaires leur conviennent mieux. À l'inverse, il y a des dolchariens qui vont à la piscine à Bourges parce que le bassin est plus grand ou les différents. Enfin bon, chacun a des bonnes raisons pour le faire. Et donc logiquement, on dit voilà, ces installations devraient être propriété de l'agglomération. Et puis ensuite, voilà, si jusqu'à présent les communes avaient la capacité financière de pouvoir supporter ces dépenses, aujourd'hui elles ne l'ont pas et demain elles l'auront encore moins. J'en discutais donc en particulier on avait des échanges avec des maires d'une commune de l'agglomération qui disaient certes, moi ma piscine dans ma commune c'est mon bébé. C'est au cours il m'a fait une gestation pour la mettre en place, donc me séparer de mon bébé, mon enfant qui est un peu grand maintenant, ça fait mal quelque part, ce qui est logique, c'est comme une maman ou un papa avec son enfant. Mais il me disait, il faut bien se rendre à l'évidence que de toute manière aujourd'hui je ne peux plus financer le fonctionnement de ma piscine, donc typiquement ça peut faire partie des installations qu'on peut transférer en termes de compétences rapidement. On doit s'interroger sur d'autres équipements. Alors c'est une interrogation, c'est un sujet que je n'ai encore pas parlé avec les autres maires des communes. Aujourd'hui, vous prenez l'École nationale de musique et de danse. C'est un investissement lourd, c'est très important, où nous avons 1100 élèves. Il faut savoir que sur ces 1100 élèves, il y a 35% des élèves qui ne sont pas de Bourges et 10% qui ne sont même pas de l'agglomération. Donc ça signifie qu'il faut faire quelque chose. Le contribuable verrouillé ne peut pas supporter financièrement de financer les cours que peuvent prendre les différents élèves, et c'est d'autant plus difficile que ce sont des cours ou des instruments auprès d'instruments pour des personnes qui n'habitent pas à Bourges. Donc il y a une logique là-dedans. Donc il faut qu'on prenne ça d'une façon méthodique, sereinement et sans précipitation, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place un groupe de travail donc à l'agglomération, qui est piloté d'ailleurs par un vice-président, donc un maire d'une des communes de l'agglomération, auquel participeront à ce groupe de travail des agents de l'agglomération, des agents d'autres communes de l'agglomération, et puis on doit me rendre, je dirais, un projet, des propositions qui seront présentées à l'ensemble du bureau communautaire au mois de novembre de cette année, au cours d'un séminaire, et puis à ce moment-là, on prendra les décisions des transferts que nous allons faire prochainement, et puis qu'on les mette en œuvre tout simplement. Donc voilà, ce sont en priorité les installations sportives me paraissent évidentes, mais il peut y avoir les installations, les infrastructures culturelles aussi. Une question de Tom. Monsieur le maire, quid des rythmes scolaires à la rentrée? Bonjour Tom. Alors, Serge Pelletier a souhaité expérimenter, en avance de phase, l'application des rythmes scolaires à Bourges, dans les établissements scolaires de Bourges. Je pense que c'était plutôt une bonne chose, d'abord parce que ces rythmes scolaires, pour moi, sont une bonne chose pour l'enfant, même si c'est un coût pour la collectivité. Faut le savoir, mais c'est avant tout une démarche qui me paraît très bien pour le bien de l'enfant. On a enfin en avance de phase, donc c'est plutôt bien puisque l'opération est rendue maintenant obligatoire pour la rentrée prochaine, et ça nous a permis un peu de nous recaler au cours de cette année, d'en tirer les conséquences avec les représentants de parents d'élèves, avec les enseignants, avec les animateurs, avec les directions d'école. Marcella Michel, maire adjointe en charge de l'enseignement, a bien travaillé avec tous ces représentants-là ces dernières semaines. Et il en ressort la chose suivante. Alors oui, on maintient les rythmes scolaires, mais on les adapte. Et en particulier, on les adapte pour les écoles maternelles. Pour les écoles maternelles, vous savez, ça correspond finalement à rien, parce que les petits ont besoin de sommeil, la plupart du temps ils font la sieste l'après-midi à l'école, et puis le paradoxe de cette organisation-là, c'est qu'on devait les réveiller pendant leur sieste pour leur faire une activité. Vous voyez la conséquence de quoi? C'est que quand ils rentraient à la maison, ils étaient excités, énervés, et puis l'effet escompté était contraire à ce qu'on imaginait. Donc voilà, il y a ceci. Après, donc, il y aura forcément des adaptations aussi par rapport aux horaires, puisque
on doit les adapter de manière à ce que ça corrobore, je dirais, un peu plus à différents établissements, différents fonctionnements. Donc c'est quelque chose qui n'est pas complètement finalisé. On doit travailler aussi avec l'inspecteur d'académique, qui a un rôle important à jouer. Donc on doit finaliser avec lui d'ici la fin de l'année scolaire, d'ici la fin juin, pour arrêter le fonctionnement des rythmes scolaires qu'on maintiendra parce qu'on n'a pas le choix, c'est une obligation. On va bien adapter sur les écoles maternelles et sur les écoles élémentaires. Bon, à quelques adaptations près, ça devrait repartir comme ça s'est passé l'année dernière, sachant que le bilan est très positif malgré tout ce qu'on nous prédisait au début de l'année scolaire dernière. L'enfant s'y retrouve et c'est là l'essentiel. Question de Paul. Monsieur le maire, pourquoi avoir supprimé le festival du film écologique et l'écologie dans tout ça? Ce n'est plus une priorité? Bonsoir Paul. Si, l'écologie est toujours une priorité. Je dirais plus que l'écologie, l'environnement. Je fais une nuance, si vous voulez, j'ai souvent dit, je le redis, je ne suis pas un écologique idéaliste, mais je suis plutôt quelqu'un qui est persuadé que l'environnement est l'avenir de notre planète et l'avenir aussi du développement économique de notre pays et de notre territoire. Ça c'est clair. Je prends cet exemple-là, si vous voulez, dans le cadre du plan de renouvellement urbain. Je rappelle, c'est un projet de 350 millions d'euros, financé essentiellement par l'ANRU, ça on va dire pour faire simple par l'État, qui aurait coûté sur 10 ans 35 millions d'euros à la ville, c'est-à-dire très peu. Alors au-delà de voir des constructions, des immeubles démolis, ça c'est la face, on va dire, émergée de l'iceberg, c'est qu'on a fait beaucoup de travaux en termes dans la reconstruction, en particulier la réhabilitation, en termes de baisse de consommation énergétique et d'isolation. Et puis aussi, je rappelle la chaufferie urbaine qui a été remplacée par une chaufferie bois. Avant, c'est une chaufferie urbaine charbon. Donc c'est ça l'écologie pour moi. C'est l'environnement, c'est-à-dire à la fois on fait moins consommer, on consomme mieux, et donc on fait des économies. Donc les économies sur les familles, vous savez ce que c'est aujourd'hui, c'est très important. Et puis pour en revenir au festival du film écologie, si je reviens aussi sur l'environnement, c'est simplement pour dire que quand on engage des travaux liés à l'environnement, ceux que j'ai cités dans le cadre du plan de renouvellement urbain, ça signifie qu'on crée des emplois, ou plutôt on fidélise des emplois ici, sur Bourges. C'est des choses qu'on ne peut pas envoyer dans d'autres pays. Donc c'est très important aussi. Donc c'est ce en quoi moi je suis écologiste, mais avec un volet environnemental, parce que le vecteur de développement économique est bien là. Alors pour revenir à la question, le festival du film écologique, tout simplement pour plusieurs raisons. La première, le festival du film écologique coûta à peu près à la municipalité 200 000 euros. Prix en tant que tel, 200 000 euros, c'est pas grand-chose sur un budget de fonctionnement de la ville qui avoisine entre 90 et 100 millions d'euros. Sauf que si vous avez 5 manifestations comme ça dans l'année, ça vous fait quand même 1 million d'euros. Puis 1 million d'euros aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, je préfère les injecter dans le développement économique de notre ville, c'est-à-dire pour créer de l'emploi, plutôt que développer une organisation qui existe depuis 10 ans comme le FIF, mais pour lequel j'avais des craintes. Alors j'avais des craintes, pourquoi? Parce que ça paraît pas, mais moi j'ai suivi en particulier l'organisation de ce festival-là. C'est quelque chose qui est très lourd à mettre en œuvre, qui demande énormément d'énergie, et puis cette organisation-là n'a de sens que si elle évolue dans le temps. Là, nous serions arrivés au 10e anniversaire. Ça voulait dire aussi d'une façon symbolique, on fêtait le 10e anniversaire et puis finalement on arrêtait, ce qui était quand même quelque chose de pas très bien. Et puis je pense sincèrement, ces organisations, si on les arrête, c'est en début de mandat. C'est pas au milieu du mandat et c'est pas la fin. Donc démarrer quelque chose en n'étant pas sûr de le pérenniser ou avoir des difficultés à le faire évoluer sur les 6 ans, ça a été aussi un élément déclencheur. Alors ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à l'écologie et à l'environnement, bien au contraire, je crois qu'il faut passer à autre chose. Là je crois que ces 10 années de festival ont une grande importance pour la ville, c'est-à-dire ça a permis à la fois de connaître Bourges à travers ce festival, et puis deuxièmement ça a permis aussi de sensibiliser la population au danger de peu d'attention qu'on porte à l'écologie. Je crois que rien n'est jamais gagné, mais ce passage est fait maintenant, et il faut qu'on œuvre sur de l'écologie opérationnelle. Donc je réfléchis avec mes équipes sur
mettre quelque chose en place, une organisation, je sais, bon, on a quelques idées en tête, mais il faut que, je ne vais pas vous en parler là parce que c'est encore pas mûr dans notre tête et puis il faut vraiment les structurer, mais qui serait typiquement comment mettre de l'écologie dans nos communes, dans nos territoires, comment mettre de l'environnement, que ce soit très opérationnel, et puis que, voilà, que les habitants des communes concernées puissent voir que finalement l'écologie c'est pas simplement qu'un film écologique, un festival de films écologiques, c'est bien, mais c'est pas que ça, c'est de l'opérationnel. Alors on a des idées sur les voitures électriques, sur les bornes électriques qu'on va bientôt développer, la rocade verte et les aménagements cyclables en font partie depuis des années. Il y a des cheminements piétons sur lesquels on doit travailler aussi à gauche et favoriser les transports urbains, donc c'est toutes ces choses-là. Donc j'abandonne pas du tout l'écologie, bien au contraire, c'est un point qui est très important pour moi, mais il faut qu'on fasse ça de façon différente. Bien, écoutez, je vois que l'heure est arrivée, il est 19h47, je vous remercie sincèrement pour toutes vos questions pertinentes. Je suis vraiment très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Donc nous allons avoir l'occasion de nous retrouver tous les mois, comme vous le savez maintenant. Notre prochain rendez-vous, donc c'est le 9 juillet à 19h. Donc pour moi, ce sera sans doute le même lieu, pour vous aussi, je l'imagine. Merci encore, je vous souhaite une très très bonne soirée. À très bientôt.